Bienvenue à toutes et à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 3 télévisions locales du territoire, Canal 32, Moselle Télé et Vosges Télé. Nous sommes justement aujourd'hui dans les Vosges à Saint-Étienne-les-Remiremont pour y découvrir Millplast, une PME spécialisée dans l'injection plastique, une PME d'une vingtaine de salariés avec une production entièrement automatisée grâce à des investissements réalisés dans un parc de machines performantes et surtout économes en énergie. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Michel Borin, c'est l'invité de Business. Il est président de Moulage Industriel Lorrain des Plastiques qu'il a reprise avec son épouse Mireille en 2004. Ce passionné de rallye a diversifié les débouchés de l'entreprise au-delà de la seule industrie automobile et produit aujourd'hui pour celle de la cosmétique, de l'alimentaire ou du médical. Une fabrication d'excellence qui lui permet d'afficher un beau carnet de commandes. Les changements climatiques ou géopolitiques rendent encore plus nécessaire la transition énergétique de l'économie. Pour aider les entreprises à s'engager dans cette voie, l'ADEME et la région Grand Est apportent ensemble un soutien financier dédié. C'est l'objectif du programme Climaction que nous présente Franck Leroy, le premier vice-président de la région Grand Est. Enfin, notre tour de l'actualité économique régionale nous conduira d'abord dans les Vosges, où les papeteries de Clairefontaine investissent justement pour économiser l'énergie en bénéficiant du programme Climaction. Dans l'Aube, ensuite, avec l'initiative de 17 agriculteurs pour la construction de hangars photovoltaïques. En Moselle, enfin, où la ville de Montigny-les-Metz réduit ses dépenses énergétiques en s'inscrivant dans une démarche de changement durable. Michel Borin, avant d'entrer dans le vif du sujet de votre activité industrielle, revenons peut-être un petit peu en arrière sur le passé de Millplast qui a été créé en 1989, mais vous l'avez reprise avec votre épouse Mireille en 2004. Pourquoi ce rachat alors que vous veniez de vendre une entreprise qui marchait bien à Nancy? C'est l'envie de changement et surtout l'envie de ne pas vouloir rester les 2 pieds dans mes pantoufles, que je n'avais pas encore à l'époque quand même, et en fait c'est pour laquelle je voulais continuer à travailler. À 54 ans, on n'a pas du tout envie de s'arrêter. Et pourquoi les Vosges? D'abord parce qu'il y a une liaison familiale dans les Vosges, mon épouse est vosgienne. Et puis en fait c'est un territoire que je ne connaissais pas bien et que j'ai découvert et je trouve ça assez intéressant. Alors vous l'avez reprise en 2004 et puis les débuts n'ont pas été faciles puisque en 2006, un de vos plus gros clients, Seb en l'occurrence, s'en va. Ça vous a obligé à repenser complètement la stratégie de l'entreprise? Alors c'est peut-être, oui tout à fait, on n'a pas eu de chance de ce côté-là, mais ça c'est le hasard des affaires, du business. Et j'ai été obligé de reprendre un peu dans mes anciennes racines, dans la parfumerie, puisque j'en viens. Et c'est ce qui m'a permis de trouver des nouveaux marchés. Voilà, donc nouveaux marchés, au-delà de aussi l'automobile, parce qu'en 2008, vous avez autre souci, la crise automobile. Et là, ça vous a obligé aussi à aller chercher d'autres débouchés. Alors voilà, tout était lié. L'automobile, en fait, on l'a mis de côté. On a continué à travailler un petit peu avec eux. On l'a mis de côté, on est resté d'ailleurs, ce qui nous a fait beaucoup de bien pour la suite, puisqu'on travaille encore pour l'automobile et ça fonctionne assez bien. Mais c'était surtout quand on prend un coup comme celui qu'on a pris en 2 ans, et c'est sûr que ça n'a pas été simple non plus, mais bon voilà, il y a eu aussi beaucoup de chance, quelque part. Aujourd'hui, vous définiriez comment votre activité, votre métier? Moi j'ai toujours considéré que l'injection était un métier passionnant, puisque j'en étais utilisateur quand j'avais mon entreprise de parfum. Et puis c'est un métier qui lie beaucoup de choses, qui lie les matières, qui lie la création, qui lie la réalisation. Et arriver à faire des pièces parfaites, c'est quand même intéressant, c'est bien. Et des pièces qui sont très technologiques, parce que l'injection plastique, c'est devenu très technologique. Voilà, alors c'est un peu nos clients qui nous ont poussé à ça aussi. Donc là, on est parti là-dessus et on est aussi parti sur les nouvelles matières. Parce que des matières, on parle de techno, mais on parle aussi il y a la partie esthétique. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre métier. Et on a réussi à faire un mix de tout ça et de faire des belles pièces. Alors Michel, pour mieux comprendre ce que vous fabriquez et surtout comment vous le fabriquez, je vous propose de voir ce reportage tourné dans vos locaux par Ludovic Vizilla et Louise Amouda pour Vosges Télé. C'est un des fleurons régionaux de la plasturgie, créé en 1989 et géré depuis 2004 par ses actuels dirigeants. Millplast transforme chaque année plusieurs dizaines de tonnes de plastique en pièces très diverses pour les secteurs de l'automobile, des arts culinaires ou encore du paramédical. Une production basée ici sur le principe de l'injection.
Le plastique est sous forme de granulés, on va chauffer cette matière. Ensuite, par un système de vis sans fin, cette matière va être diffusée dans une presse à injecter. Cette matière chauffée va se mettre dans un moule, donc comme votre moule à gâteau. Et ensuite, il y a une force de fermeture. On va presser cette matière qui va prendre la forme des empreintes au cœur de l'outillage. Et ensuite, vous avez vos pièces plastiques. Le client veut une pièce. Après, nous, en fonction de la pièce, soit lui nous fournit un moule déjà fait, soit ici, au bureau, ils font les études et le moule est fabriqué après chez un mouliste, chez un fabricant. Moule qui revient chez Millplast afin de commencer la production des pièces. La force de l'entreprise, c'est la multisectorialité de ses clients pour lesquels chaque projet est monté sur mesure. On travaille différentes matières, on va travailler jusqu'à 40 matières différentes. Donc on sait être réactif, se remettre en question et répondre à toute demande de la part de nos clients, et notamment en termes de série, de la petite, de la moyenne et de la grande série. 12 des 18 machines actuelles ont été récemment renouvelées, des machines électriques plus économes en énergie et plus modernes. De quoi pour Millplast atteindre son objectif qualité. Sur 1000 pièces produites, seulement une seule est susceptible de présenter un défaut. Michel Borras, on vient de voir comment étaient fabriqués vos produits. On voit encore là une machine qui fabrique des pièces pour l'automobile. Justement, les types de clients ou les types de secteurs auxquels vous vous adressez, c'est quoi à part l'automobile? Alors il y a une partie sur la puériculture, puisqu'on fait des bacs de rangement, notamment pour les écoles, pour les enfants. Ça, c'est un marché qu'on a depuis déjà un certain temps. On a un client traditionnel chez nous qu'on peut citer aujourd'hui, c'est de Buyer notamment. Donc les ustensiles de cuisine. Voilà, tous les ustensiles de cuisine pour eux. Et là-dessus, on a beaucoup de symbiose dans la réflexion, dans les matières, dans l'analyse des produits et dans le développement. On fait aussi des pièces qui vont sur des terminaux d'ordinateurs, notamment là où on insère la carte bleue, la carte verte et compagnie. Ce sont des pièces éminemment complexes avec différentes... pour une pièce de ce type, au minimum 7 moules quand même. Pour faire une pièce, son assemblage et son esthétique. Et puis après à l'avenant, on a énormément de demandes, énormément de développement sur des nouveaux marchés comme notamment des télécommandes, que ce soit des télécommandes pour des appareils en suspension, ça peut être sur plein de choses. Alors, une particularité de votre métier, c'est que vous faites toujours du sur-mesure et sur des petites ou des moyennes séries, c'est ça? Alors, on fait du sur-mesure, oui, sur des petites séries de moins en moins quand même, parce que l'investissement sur un moule est quand même assez conséquent. C'est sûr que quand on commence à investir pour faire un moule, il faut trouver les débouchés pour pouvoir rentabiliser l'investissement. Oui, parce que les moules sont à chaque fois spécifiques. On les voit ici, il y a toute une collection de moules qui servent à chaque fois que vous faites les mêmes pièces et qui sont des moules extrêmement coûteux. Qui sont financés tout ou partie par les clients, qui appartiennent aux clients d'ailleurs. Voilà, c'est exactement ça. Le client supporte l'investissement. De temps en temps, ça nous arrive de le faire, mais actuellement, c'est essentiellement le client qui supporte cet investissement. Alors, on parlait d'investissement, là on est devant de nouvelles machines, là, notamment les bleues. Ce sont des nouvelles presses que vous avez acquises il y a 2-3 ans. Vous avez fait un très gros investissement. Ça vous a permis de conforter certains marchés ou d'en conquérir de nouveaux? Alors, oui, on a réalisé cet investissement parce qu'on a eu la chance de pouvoir le faire. D'abord, l'entreprise était capable de le supporter. On a aussi été beaucoup aidé par la région. On a été aidé aussi par tout le domaine électrique, notamment avec les primes C2E, on peut le dire. Et ce qui nous a permis de changer totalement, quasi totalement notre équipement. Michel Borras, depuis votre reprise de Millplast, vous avez su faire preuve d'adaptation et d'anticipation. On l'a vu avec l'évolution de votre parc machine notamment. Eh bien, les PME aussi doivent s'adapter et anticiper, notamment dans la transition énergétique de leur activité. Alors, ça n'est pas toujours simple et ça coûte beaucoup d'argent. Pour les aider, il existe pourtant un dispositif de soutien financier dédié qui s'appelle Climaction, qui est porté à la fois par l'ADEME et la région Grand Est. Je vous propose d'écouter les explications de Franck Leroy, le premier vice-président de la région Grand Est, au micro de Canal 32.
Le dérèglement climatique appelle à la décarbonation de l'économie. Depuis plusieurs années, l'ADEME et la région Grand Est aident les entreprises dans leurs projets de transition énergétique et écologique via le dispositif Climaction. L'ADEME fait beaucoup en direction des entreprises, des collectivités. La région le faisait beaucoup également de son côté. Et plutôt que d'avoir deux dispositifs parallèles, depuis longtemps, l'ADEME et la région se sont entendus pour travailler ensemble, communiquer ensemble en direction des entreprises, des collectivités, des organismes logeurs, des particuliers. Les prix ne cessent de flamber, positionnant ainsi les entreprises dans des situations inconfortables. Pour aider les entreprises à surmonter cette difficulté, le gouvernement de son côté travaille évidemment à ce que les prix d'énergie soient régulés au niveau européen, mais à notre niveau, nous pouvons aider les entreprises à faire preuve de davantage de sobriété, à être accompagnés dans un travail de sobriété, mais être accompagnés également dans un travail de décarbonation des systèmes de production. Parce que c'est un impératif climatique à l'échéance 2050 et que plus vite elles seront débarrassées des énergies dites fossiles, plus vite elles seront dans un parcours de transition énergétique qui leur sera favorable. Concrètement, l'objectif, augmenter l'efficacité et la simplicité pour obtenir des conseils et des aides financières pour les organismes en demande. D'accompagner les entreprises différemment de ce qu'on faisait avant. Avant, on était dans une logique de guichet, c'est-à-dire quand l'entreprise avait un projet, elle venait solliciter Climaction ou les services de la région pour une aide financière. Aujourd'hui, on accompagne l'entreprise dès le départ, dès la phase de diagnostic, on l'accompagne tout au long de son process de décarbonation ou de recherche de davantage de sobriété et ça nous permet d'aider en profondeur les entreprises à se transformer. En 2021, ce dispositif a permis à 210 entreprises d'être aidées à hauteur de 3,2 millions d'euros. Michel Borins, votre parc machine, qui est pour beaucoup quasiment tout neuf, il est beaucoup moins énergivore qu'avant. Ah oui. Oui, bien sûr. C'était le cap qu'il fallait absolument franchir. D'abord parce que ça nous donne, on a du matériel qui est quand même beaucoup plus performant que celui que nous avions avant, c'est bien évident, qui nous permet des réglages extrêmement minutieux, extrêmement pointus, qui nous évite de la perte, parce que des fois il y en a aussi, ça existe. Et ça, il fallait qu'on passe ce cap et on l'a passé avec beaucoup de succès quand même. Michel Borins, on reste ensemble et on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu. Michel Borins, pour notre première étape, nous restons dans les Vosges, à 60 km d'ici, à Étival-Clairefontaine, où les papeteries de Clairefontaine viennent d'investir justement 350 000 € dans du matériel pour réduire la consommation énergétique de leur site. Dans cette démarche, le fabricant de papier, d'enveloppes et aussi de cahiers a pu bénéficier du dispositif Climaction, dont nous parlions tout à l'heure, porté par la région Grand Est. Je vous propose d'écouter les explications dans ce reportage signé Louise Amouda et Anaïs Gall pour Vosges Télé. Ici, on a des matelas isolants qui permettent en fait de limiter la déperdition thermique. Donc ce qui fait, in fine, consommer moins de gaz naturel à travers les chaudières. Ce n'est qu'un exemple des investissements de cet industriel pour réduire les pertes énergétiques. Cette année, les papeteries de Clairefontaine à Étival ont également remplacé cette pompe à vide vétuste et énergivore par 3 installations moins gourmandes. Elles alimentent directement le service des enveloppes où plus d'1 million d'unités sont fabriquées chaque jour. Sur ce graphique, on constate que la consommation a fortement baissé depuis l'année dernière. Effectivement, on voit vraiment une différence avec le nouveau système, puisque avec l'ancien système, on avait une consommation journalière de 2,5 MWh par jour. Et avec le nouveau système, on est descendu à une moyenne de 1,15 MWh par jour. Avant, on avait une seule pompe qui était surdimensionnée pour notre consommation. Nous sommes passés sur un nouveau système qui a une consommation proportionnelle aux besoins du service. Remplacer des machines ou même se tourner vers un éclairage LED à détecteur de présence. En tout, l'entreprise a déjà opéré 8 changements dans ce sens sur son site vosgien. La papeterie souhaite réduire d'1% par an sa consommation énergétique et ainsi faire une économie de 100 000 €. Un projet mûrement réfléchi. Ça a été anticipé, ça fait plus d'1 an maintenant. On est certifié ISO 50001 et grâce à cette certification, on a le droit d'obtenir des subventions Climaction, donc des subventions de la région et de l'État. Donc pour financer ce genre de projet d'économie d'énergie. Coût global de ces investissements, 350 000 € subventionnés jusqu'à 70%. L'entreprise prévoit désormais de récupérer la chaleur produite par ces machines pour chauffer son site. Michel Borins, les papeteries de Clairefontaine qu'on vient de voir sont un bon exemple du savoir-faire vosgien et Mille Plastes aussi
puisque vous êtes membre du réseau Ambassadeurs des Vosges. C'est important pour vous, cette image économique des Vosges et de développer cette image des compétences à la fois techniques mais aussi humaines? En tant que, premièrement, responsable du MEDEF des Vosges, en tant qu'animateur au niveau de la CCI, par exemple, parce que c'est quand même ce qui touche le réseau de nos industriels, moi je pense qu'il faut absolument coller davantage avec ce réseau des ambassadeurs, justement pour faire connaître toutes les capacités des Vosges dans la création, dans l'industrie, que ce soit une industrie de la métallurgie, l'industrie du bois, l'industrie du plastique, on y est. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore suffisamment développé. Mais c'est fondamentalement important. Et avec aussi, cette image est portée par des compétences techniques, mais aussi des compétences humaines. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on est sur des pyramides des âges qui sont encore assez faibles. C'est-à-dire qu'on n'est pas à des départs en retraite dans très peu de temps. Mais je crois que c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler là-dessus. Alors après, derrière, ça induit le travail sur la formation, ça induit le travail sur la volonté des gens de vouloir travailler. On a des métiers dans l'industrie, quels qu'ils soient, et notamment dans le nôtre, pour parler de celui-là, on a des métiers qui sont absolument formidables. Mais les gens ne sont pas encore suffisamment sensibilisés. Il faut redorer l'image de l'industrie. Il faut redorer. C'est indispensable. C'est l'industrie qui fait vivre énormément de choses. C'est vrai que les métiers du commerce sont aussi des beaux métiers, mais aujourd'hui l'industrie a un avenir formidable, extraordinaire. En plus, il est poussé, il est aidé quelque part. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. C'est le seul conseil que je pourrais donner aux jeunes. Alors on va passer de l'industrie à l'agriculture, parce qu'on va continuer notre tour de l'actualité économique régionale. On va partir dans l'Aube, à Charmois, près de Nogent-sur-Seine. Alors sous l'égide d'un autre syndicat, la FDSEA, un syndicat agricole, un collectif d'agriculteurs s'est constitué pour l'achat groupé et la construction de 17 hangars photovoltaïques dans une optique de développement économique, mais aussi de développement durable et solidaire. C'est une première que nous présente ce reportage de Christian Vieira pour Canal 32. Une fois les panneaux solaires installés, fin septembre, ce hangar agricole permettra de produire l'équivalent des besoins électriques de 12 foyers. La FDSEA a accompagné l'achat groupé pour 17 projets de ce type. Hormis la contribution à la fourniture d'énergie renouvelable, cette première pour ce syndicat répond surtout à des besoins purement agricoles. On a été sur le terrain, on a rencontré des agriculteurs, on a senti qu'ils attendaient un service autre que la défense syndicale qu'on a mis en place. Optime Projet. Et j'aurais imaginé qu'on puisse avoir 17 projets et surtout que l'on sait aujourd'hui qu'on a des nouvelles demandes d'agriculteurs pour des projets. Si l'achat groupé a permis d'obtenir des rabais estimés à un quart de leur tarif habituel, le coût et la prise de risque restent importants. Fondation, murs et toiture, ici l'investissement s'élève à près de 170 000 € pour cet agriculteur. Je voulais faire un bâtiment pour stocker. Je voulais aussi faire du solaire, mais je ne me voyais pas tout seul partir dans l'aventure. Le solaire, c'est quand même, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et je ne voulais pas prendre de risques non plus. Le point de départ, c'est comment on le fait. Il y a des questions techniques, il y a des questions financières, juridiques qui se posent. Et en même temps, de pouvoir s'adapter à un contexte de production d'énergie renouvelable qui est réglementé, qui est un peu contraint. Pour répondre aux besoins des agriculteurs, le syndicat a créé des entreprises en SAS et noué un partenariat avec des spécialistes dans les domaines du photovoltaïque et de la construction. Étude des possibilités de raccordement au réseau, aide réglementaire, ce groupement facilite le passage de l'idée au concret. Nous avons des agriculteurs dans le groupe qui n'auraient pas pu faire le projet seuls. Les banques ne leur auraient pas prêté l'argent pour réaliser le projet. S'il y a un problème technique sur un des bâtiments, les autres centrales tournent quand même. Tous les associés sont répondants à l'emprunt, donc ça rassure la banque. D'autres installations sont en cours de préparation. Des agriculteurs marnais ou lorrains, également intéressés, ont pris contact avec la FDSEA de l'Aube. Michel Borins, on vient de voir dans ce reportage que l'union fait souvent la force. Est-ce que vous aussi, dans les Vosges, il y a cet esprit d'être solidaire, collectif en tout cas? Alors, la réponse est un peu particulière. On pourrait l'être, très certainement. On n'a malheureusement pas suffisamment le temps de se rencontrer, parce que c'est aussi le temps, on le passe dans nos entreprises, on ne peut pas être partout. Mais on a des exemples aujourd'hui qu'on est en train de vivre en direct. C'est l'exemple de la CCI 88,
qui elle est en train de collecter pour ceux qui le veulent tout un dispositif pour acheter en commun de l'électricité. Alors c'est pas un scoop, c'est sorti il y a quelque temps, ça a été annoncé et je crois qu'il y a déjà plus d'une centaine d'entreprises qui ont adhéré à ce programme. Donc ça peut aujourd'hui, ça montre, il suffit qu'il y ait une volonté. En fait, une volonté bien expliquée, et là on peut commencer à voir clair. Et ensemble on est plus fort. Et bien sûr. Michel Borins, on va terminer notre périple économique régional en partant en Moselle, à Montigny-les-Metz plus précisément, face à la flambée des prix que vous connaissez aussi de l'énergie. La ville a élaboré un plan de sobriété énergétique avec bien sûr des mesures et des actions très concrètes pour réduire la consommation d'énergie dans certains établissements publics. Mais elle a surtout inscrit cette démarche dans une vraie logique de changement durable et pas seulement conjoncturel. Je vous propose d'écouter les explications dans ce reportage signé Fanny Bragard pour Moselle Télé. Alors que l'hiver s'annonce rude sur le front de l'énergie, Montigny-les-Metz peut se frotter les mains d'avoir anticipé le virage écologique qui s'impose à tous. Reliée au réseau de chaleur urbain, cette centrale biomasse génère jusqu'à 30% d'économies sur la facture énergétique des 8 bâtiments communaux déjà raccordés. On estime l'effacement de l'impact carbone à hauteur de 3000 tonnes de CO2 sur une année. Le second argument, c'est d'accéder à une énergie qui ait un prix qui soit le plus compétitif possible et le plus stable possible dans un contexte énergétique très chahuté depuis quelques mois. À ce jour, l'équivalent de 1200 logements type F3 sont alimentés en chauffage et eau chaude par cette énergie renouvelable réputée verte. Pour éviter les déperditions énergétiques, Montigny a programmé jusqu'en 2025 4 millions d'euros pour la rénovation de son patrimoine. Parmi les édifices déjà réhabilités, ce restaurant scolaire destiné aux élèves des 12 écoles de la commune. Labellisé Climaction, cet ancien bâtiment industriel offre de hautes performances environnementales. On a mis en place une chaudière à condensation, des menuiseries double vitrage équipées de protection solaire pour le confort d'été. Nous avons aussi réalisé la mise en place d'une toiture de couleur blanche pour permettre la réflexion du soleil en période estivale. Ça nous permet d'avoir un bâtiment avec une forte inertie en période hivernale qui nécessite une faible production de chaleur, mais aussi en période estivale qui empêche, on va dire, la chaleur de rentrer dans le bâtiment. Remplacées il y a 2 ans par des menuiseries en PVC, les portes et fenêtres de l'école Marc-Sangny améliorent la performance énergétique du bâtiment. Cet hiver, le chauffage y sera baissé d'1 degré. Face aux crises écologiques et économiques qui s'intensifient, Montigny est en quête d'indépendance énergétique, avec en ligne de mire un développement durable, à l'image du futur écoquartier Lysée, où 9 hectares de friches militaires se réinventent en cité modèle. Tournée vers l'avenir, la municipalité envisage l'installation d'une ferme photovoltaïque afin d'accélérer encore sa transition énergétique. Michel Borins, savoir s'adapter pour aller mieux, plus vite, savoir anticiper surtout pour ne pas subir, c'est ça les clés de la réussite, de votre réussite? Je pense que c'est aussi absolument nécessaire. Si on n'est pas capable d'anticiper, de voir un peu plus loin et surtout de préparer ce qu'on pourrait subir, de ne pas le subir en fait, c'est obligatoirement la clé de la réussite. Avec toujours une idée que vous avez en tête, c'est l'excellence. Oui, parce que c'est ce qui nous permet de nous positionner vis-à-vis des clients, parce qu'ils le savent, ils le voient dans notre façon de travailler, ils le voient dans notre dynamique, pas de retard, une qualité absolue, et ça c'est important. Je crois que depuis 18 ans, on a pu avoir, et je ne suis même pas certain qu'on l'ait eu, une facture de défaut de nos fournisseurs. Donc ça montre bien qu'on est dans l'excellence. Mais il faut le faire passer à nos collaborateurs. Savoir anticiper, c'est aussi savoir peut-être préparer sa succession. Où vous en êtes? Je commence à arriver à un âge relativement avancé malgré tout, bien qu'on ait encore du jus, comme on dit dans ce jargon. Mais c'est vrai qu'on y pense sérieusement quand même. Avec, pour moi, la nécessité de ne pas faire n'importe quoi, et pas n'importe quoi vis-à-vis de notre personnel. C'est tout. Je les ai connus, pour la plupart, ils ont grandi dans l'entreprise, ils ont construit leur maison, ils ont même pour certains leur piscine et une nouvelle voiture. Donc sachez le respect de tout ça. Et quand il y aura succession, il faudra aussi penser aux repreneurs qui soient dans la même philosophie que nous, quoi. Alors, dès le plus jeune âge, vous êtes un passionné d'automobile et de course automobile, course que vous pratiquez
toujours. Est-ce que la conduite d'une entreprise et celle d'une voiture de rallye, c'est la même chose? Ça a toujours été la même chose parce que de toute façon, il est nécessaire d'avoir la vision. Et quand on conduit une voiture, il faut déjà avoir une vision au-delà du virage qui arrive. Donc si on n'a pas cette vision-là, c'est pas la peine de continuer, quoi. Alors tant qu'on arrivera à voir après le virage, je pense que là, on n'aura pas de problème. C'est une belle conclusion. Merci Michel Borins d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. À bientôt.